Vous avez écrit en 2004 La guerre sans fin. Quelles étaient à l'époque vos idées sur les guerres qui étaient menées par les Américains, notamment contre le terrorisme? L'idée consistait à dire que même si on pouvait comprendre la vigueur de la réaction américaine au 11 septembre, la notion même de guerre contre le terrorisme, surtout comme un ennemi du type Al-Qaïda, portait en elle-même une dynamique de montée aux extrêmes et d'engrenage de ce que j'ai appelé la guerre sans fin, qui allait poser problème. On ne pouvait pas, par définition, venir à bout totalement d'un ennemi comme Al-Qaïda. Et l'aspect militaire de la guerre contre le terrorisme allait susciter un engrenage de réaction et de contre-réaction dans les sociétés concernées et de la part de la société américaine qui était porteuse de quelque chose de très fort et qui allait durer très longtemps. Je ne suis pas du tout surpris que ça ait duré aussi longtemps et que d'une certaine manière ça recommence aujourd'hui. Alors, les Américains n'auraient pas dû intervenir en Irak à l'époque? La question de l'intervention en Irak est intéressante parce qu'on peut essayer de refaire l'histoire en disant est-ce que tout ceci, toute la séquence, toute la décennie qu'on a vécue depuis 2001, est-ce que tout ceci serait passé de la même manière s'il y avait eu seulement l'intervention en Afghanistan, les interventions au Yémen et ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de petites interventions qui ont été moins visibles. Je crois que du point de vue du symbole politique, les choses auraient été très différentes, puisque c'est vraiment l'intervention en Irak qui a cristallisé l'opposition de la plupart des pays de la communauté internationale à la politique de George Bush. Mais en même temps, je ne crois pas que les choses auraient été si différentes que ça. Si l'Irak n'avait pas eu lieu, cette dynamique de guerre sans fin, cette logique de guerre infernale contre le terrorisme, avec tous ces effets pervers, je pense qu'elle aurait été presque la même. Ça ne veut pas dire qu'il ne fallait pas agir. Le dilemme de l'action politique quand l'instrument militaire est utilisé, c'est qu'on est de toute façon dans des choix qui sont des mauvais choix. On a le choix entre une mauvaise solution et une très mauvaise solution. Il fallait qu'il y ait des interventions militaires. Le problème, c'est plutôt que l'accompagnement politique, le discours de cette administration en particulier, était tellement soit mal préparé, soit répulsif pour une grande partie de la communauté internationale, que les États-Unis allaient mécaniquement presque se mettre à dos une grande partie de la planète. Donc on peut à la fois dire on comprend et même on approuve la réaction militaire des États-Unis et de leurs alliés, y compris la France à ce moment-là, à partir de 2001, et de dire que tout ceci a été mal préparé, mal géré, mal accompagné, et que les effets indésirables, les effets pervers de cette logique guerrière, on les retrouve encore aujourd'hui. Et est-ce que le volet diplomatique, vous voyez, n'a pas été un peu ignoré dans ces guerres? Et il a existé, mais il a été invisible. Prenons l'exemple de l'Irak. Le département d'État américain avait assez bien préparé ce qui pouvait se passer après. Comment assurer la stabilité politique de l'Irak après Saddam Hussein, mais tout ça avait été bien préparé. Mais le problème, c'est qu'à l'époque, l'autorité politique, c'est-à-dire George Bush, Dick Cheney et Donald Rumsfeld, qui sont les principaux décideurs de l'époque, se moquaient totalement de ce qui allait se passer après. Eux, ce qui les intéressait, c'était de renverser Saddam Hussein, et ils étaient exagérément optimistes quant à la manière dont les choses pouvaient se passer après. Et après, c'était oui, c'est le choix d'un gouvernement chiite qui a complètement tétanisé toute la communauté sunnite. Il était assez intéressant de voir que les premières élections libres en Irak comme en Afghanistan d'ailleurs ont suscité un grand intérêt de la part des populations et que ça a été un premier vrai exercice de démocratie dans ces pays. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que la démocratie, c'est pas simplement le suffrage universel et c'est pas simplement la majorité, c'est aussi un état de droit. Or, la majorité chiite, et en l'espèce notamment le Premier ministre Nouri al-Maliki, ont appliqué, bien qu'il y ait eu à la majorité, une politique totalement sectaire qui a totalement radicalisé les sunnites, et c'est ce qui a entraîné une grande partie de la violence politique à laquelle on a assisté. Y compris l'État islamique, vous pensez? Je pense qu'il est un peu facile de dire que le premier responsable de ce qui se passe aujourd'hui en Irak, c'est George Bush à cause de l'intervention. D'abord, ça fait quand même maintenant 12 ans. Hein.
c'est un petit peu comme quand on dit que la France, parce qu'elle a été la puissance colonisatrice en Afrique, en une partie de l'Afrique, est responsable de tous les malheurs de l'Afrique aujourd'hui. Il y a un moment où le temps passe et ce qui s'est passé il y a 10 ans, 30 ans ou 40 ans a quand même moins d'importance. Mais je pense que le responsable principal, c'est Nouri al-Maliki, pourtant élu démocratiquement, et sa politique qui a littéralement dressé les communautés les unes contre les autres. Washington aurait pu lui tordre le bras et aurait pu proposer autre chose qu'un équipement de l'armée et qu'une gestion sécuritaire de l'après-guerre, parce que c'est ce qui s'est passé. On a envoyé des milliards, oui. On a envoyé les sociétés militaires privées, on a envoyé un paquet d'acteurs comme ça, mais qui étaient des acteurs sécuritaires et très peu économiques. Et il y a eu quelques accords économiques qui ont été passés, mais finalement très peu par rapport à l'aspect sécuritaire. En fait. Les Américains ont toujours montré que lorsqu'ils veulent tordre le bras à leurs amis ou à leurs alliés, ils peuvent le faire. Donc ils ont une responsabilité. C'est vrai. En même temps, on ne pouvait pas forcer, par exemple, al-Maliki à garder un contingent militaire américain sur place. Les Américains voulaient rester pour le cas où justement il y ait un problème du type Daesh en Irak. Ils voulaient avoir une présence militaire après 2011 pour des opérations éventuelles de contre-terrorisme. Ils auraient pu le conditionner, cette présence, et l'aide, ils auraient pu la conditionner à une ouverture au sunnite. Ça aurait été possible. Je suis d'accord, c'était possible sur le papier, mais là, pour le coup, la responsabilité peut-être davantage celle d'Obama que celle de Bush, car Obama cherchait avant tout à se désengager militairement, il était élu pour ça d'ailleurs, il le disait, il avait raison, à se désengager militairement d'Afghanistan et d'Irak. Mais vous avez raison, on peut dire que les États-Unis, y compris sous Obama, ont leur part de responsabilité. À propos d'Obama, qu'est-ce que vous pensez du virage à 180 degrés qu'il a pris à propos de l'Iran? Vous étiez toujours quand même très, très préoccupé par la montée en puissance de l'Iran comme puissance nucléaire. Et aujourd'hui, les Américains là, semblent vouloir faire entrer l'Iran sur la scène internationale. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne pense pas qu'il y ait de virage à 180 degrés. D'abord, remontons à la période George Bush. Même Bush et ses conseillers insistaient sur le fait qu'ils ne cherchaient pas une politique de changement de régime en Iran. Ils faisaient une grande différence, en tout cas dans le discours, entre l'Irak pour lequel l'objectif de la politique américaine c'était le changement de régime, et l'Iran pour lequel, je parle bien de l'administration, pas de certains intellectuels influents autour, pour lequel l'objectif de l'administration c'était le changement de comportement du régime. Il n'y a pas de virage à 180 degrés à partir du moment où, dès les années 2006-2007, les États-Unis se sont mis à reparler avec l'Iran. Il n'y a pas de virage à 180 degrés dans la mesure où Obama cherche toujours, d'abord et avant tout, à avoir un accord sur le nucléaire. Bon. Il y a un changement dans le style, il y a un changement dans le discours. Et c'est ce que Nicolas dit, c'est que quand même au niveau du discours, au niveau de la com, tout simplement, de Washington, il y a eu un gros virage, parce que comme ça fait des années qu'on nous présente l'Iran comme l'État voyou, qu'on nous présente l'Iran comme l'ennemi et le facteur de déstabilisation au Moyen-Orient, là, d'un coup, on a tellement besoin de l'Iran qu'on a l'impression qu'on se moque un peu de nous. Je suis tout à fait d'accord, c'est essentiellement de la communication, mais c'est une communication qui a aussi fonctionné parce qu'il y a un changement de président en Iran. L'élection de M. Rouhani, dont on peut discuter pour savoir si c'est une résultante des sanctions ou pas, ce que je pense en tout cas en partie. Donc c'est pas seulement de la communication, c'est pas seulement du style. De là à dire que les États-Unis d'Obama estiment avoir besoin de l'Iran pour lutter contre Daesh, là, je n'irai pas jusque-là. Il y a une convergence d'intérêts entre les États-Unis et la France, d'ailleurs, d'un côté, et l'Iran de l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on recherche une alliance, ça ne veut pas dire qu'on a besoin des Iraniens pour lutter contre l'État islamique. Alors justement, est-ce qu'il fallait intervenir par des frappes contre Daesh? Oui. D'abord, est-ce que vous dites Daesh ou l'État islamique? Écoutez, d'abord, c'est plus pratique de dire Daesh, et puis c'est vrai que quand on dit l'État islamique, pour toutes les raisons qu'on connaît, il serait plus légitime de dire l'entité qui se prénomme État islamique, voilà. Donc je pense que Daesh est plus pratique en termes de discours et de communication sur tous les plans.
l'outil militaire devait faire partie de la lutte contre l'État islamique, contre Daesh. Ça n'est pas suffisant. Mais là encore, on ne peut pas dire que les Occidentaux se limitent, et leurs alliés arabes, d'ailleurs, les Occidentaux et leurs alliés arabes. Nouveau converti, pour ce qui est du Qatar et de l'Arabie Saoudite. On peut en reparler si vous voulez. Non pas seulement une stratégie militaire. Regardez par exemple la stratégie américaine telle qu'elle a été publiée début septembre par la Maison-Blanche. Et voilà notre stratégie de lutte contre Daesh. C'est un document de quelques pages dans lequel le volet militaire est un volet, pas secondaire, mais en tout cas n'est qu'un des volets de la lutte contre Daesh. Il y a une stratégie américaine qui, à mon avis d'ailleurs, a plutôt du sens, qui consiste à dire il y a un volet militaire, il y a un volet financier, assécher les sources de financement de Daesh, il y a un volet politique et psychologique, délégitimer Daesh auprès des populations de la région. Alors, il y a une vraie stratégie. Mais le problème, et ça c'est quelque chose qu'on va retrouver aux États-Unis ou en France et ailleurs, c'est que la tentation de se limiter à l'outil militaire ou la tentation d'accorder une importance prépondérante à l'outil militaire existe toujours. Pourquoi? Parce que c'est plus facile, d'une certaine manière. Alors justement, dans le cadre de l'assèchement des sources financières, le Trésor américain a publié un document qui mettait en cause le Qatar comme étant le pays d'où venait un certain nombre de financements en faveur de l'État islamique. Le Qatar, qu'on voit maintenant s'associer de façon totalement artificielle à une coalition contre des gens qu'ils ont soutenus et qu'ils soutiennent encore. Alors, dans les sur les financements de l'islamisme politique et du djihadisme par les pays du Golfe, je crois qu'il faut être assez précis. D'abord, un financement d'État, ce n'est pas la même chose qu'un financement qui vient de l'État. Le gouvernement français et des sociétés privées ou des familles françaises, ça n'est pas la même chose. L'essentiel... Ce sont des États quand même très autoritaires et féodaux où c'est difficile non, la différence, non. De financer les voisins sans que l'État le sache. Quand même. Alors, je pense qu'il y a eu... Prenons le cas du Qatar et prenons le cas de l'Arabie Saoudite. Ce sont deux cas différents. Ah oui. Il y a eu, dans le cas de l'Arabie Saoudite, un véritable tournant pris en 2003, à partir du moment où la famille régnante s'est aperçue que Al-Qaïda, dont ils avaient soutenu la création, parce qu'il s'agissait à l'époque de lutter contre les soviétiques en Afghanistan, et parce qu'il s'agissait aussi d'avoir la paix chez soi, Al-Qaïda s'attaquait désormais au cœur du pouvoir saoudien. Donc à partir de ce moment-là, je ne pense pas qu'il y ait eu encore des financements d'État de la part de l'Arabie Saoudite vers Al-Qaïda et ce type de mouvement. Non. Le deuxième temps, ça a été beaucoup plus récemment. Il y a à peu près un an, les Saoudiens se sont mis à contrôler de manière beaucoup plus stricte les flux financiers qui venaient d'entités privées et de familles saoudiennes vers des organisations soi-disant charitables qui en fait sont des organisations de financement du djihadisme. Et c'est lié à des équipes de pouvoir internes d'ailleurs en Arabie Saoudite. Oui, mais je crois que c'est aussi, bien sûr tout ça est fonction des équilibres, de l'évolution des équipes de pouvoir internes, mais j'ai expliqué cette séquence pour montrer qu'on ne peut pas se contenter de dire voilà, ce sont des États qui ont financé Daesh et maintenant ils sont de manière artificielle dans la coalition. C'est plus compliqué que ça. Il y a les financements d'État et les financements d'entités privées qui sont plus ou moins bien contrôlés par le gouvernement en question, etc. Voilà. Bon, donc en ce qui concerne le Qatar, là encore c'est différent, puisque le Qatar a financé très clairement, de manière quasiment ouverte, des organisations affiliées aux frères musulmans, qui est encore un autre type d'entité, c'est pas Daesh. Donc tout ça est un petit peu plus compliqué que ce que ça en a l'air. Une certaine duplicité chez ces pays arabes, dont on a parlé là, avec notamment l'Arabie Saoudite, le Qatar, mais aussi le Pakistan, qui vont avoir en diplomatie officielle des rapports avec les États-Unis pour lutter contre le terrorisme, mais ensuite toute une pression de leur opinion publique qui va les obliger en sous-main à montrer discrètement qu'ils financent et qu'ils aident les mouvements radicaux, en tout cas. Oui.
Je pense que le mot de duplicité n'existe que pour le Pakistan. Vous direz que c'est pas la même chose pour l'Arabie Saoudite? Aujourd'hui, je ne crois pas. Vous m'auriez posé la question il y a 10 ans, il y a 10-15 ans, je n'aurais peut-être pas dit la même chose. Pour Al-Qaïda, du coup. Ouais. Pour le Pakistan, effectivement, c'est beaucoup moins clair. Et il y a eu pendant longtemps, et il y a sans doute encore aujourd'hui, une forme de duplicité pakistanaise. En tout cas, un double discours vis-à-vis des États-Unis, où d'un côté, on est le meilleur allié des États-Unis, et de l'autre, on ne fait rien pour essayer de réduire l'anti-américanisme dans le pays. On s'élève contre les frappes de drones alors qu'en fait on en bénéficie aussi. Et surtout, certains éléments du pouvoir pakistanais, notamment certains éléments du pouvoir militaire, continuent à financer des entités qui, a priori, s'intéressent, en tout cas sur le papier, surtout au Cachemire, parce que c'est la cause noble au Pakistan, mais qui dans les faits sont aussi des entités qui peuvent se retourner contre les intérêts occidentaux. Donc, si vous voulez, le terme de duplicité, à mon avis, ne peut pas s'appliquer de manière globale à tous les pays que vous avez mentionnés. Je pense qu'aujourd'hui... Le Qatar, quand même, le Qatar avec le Trésor américain, c'est un signal clair de l'administration américaine au Qatar en disant surveillez mieux ce qui se passe chez vous, et si c'est pas une volonté politique, faites attention quand même. Vous avez raison, mais là encore, il faut distinguer deux choses. Ce n'est pas l'émir du Qatar qui finance directement des groupes djihadistes, sûrement pas. Ce sont probablement des familles qataries qui financent de manière directe ou indirecte des groupes dont l'agenda, effectivement, peut être radicalement opposé à ceux des pays qui sont les amis et alliés du Qatar. Donc là, ce que les Américains demandent au Qatar, et sans doute avec raison, c'est de mieux surveiller les flux financiers qui sortent du pays vers de telles organisations. Mais là encore, distinguons deux choses. Distinguons le soutien politique et financier ouvert du gouvernement du Qatar aux frères musulmans et des flux financiers privés qui vont vers des organisations beaucoup plus violentes. Et on va tout de même dire un mot de la France. Est-ce que nous avons eu raison de nous associer à la coalition anti-Daesh? Oui, compte tenu des moyens limités qui sont ceux aujourd'hui de oui. l'armée française, présente sur des tas de fronts de guerre. C'est vrai. Et d'ailleurs, la contribution militaire française aujourd'hui aux frappes contre l'Irak est extrêmement limitée. C'est à peu près 1 ou 2% des frappes qui ont été réalisées. Est-ce que ça vaut le coup de prendre des risques même d'attentats sur le territoire pour 1 ou 2% qui ne vont servir à rien dans l'éradication de Daesh? Est-ce qu'il n'y a pas là une espèce de... Oui, je ne pense pas que aujourd'hui le Rafale n'a pas besoin de cette publicité-là. Il y a eu les clips qui ont été tournés là, pendant les premières frappes où on voit avec la musique des Top Gun quasiment le Rafale sortir. Oui. Non, écoutez, la France n'engage pas aujourd'hui le Rafale pour faire de la publicité. Non, la question c'est celle du symbole. On est dans l'engagement militaire symbolique. Est-ce que cela vaut la peine? Est-ce que ça peut avoir des effets pervers? Effets pervers qu'on a commencé à évoquer tout à l'heure. Donald Rumsfeld, qui a été très critiqué, était tout de même un homme assez intelligent, qui parfois posait les bonnes questions. Quelques années après le début de la guerre contre le terrorisme, il disait, voilà les questions clés que nous devons nous poser. Est-ce qu'avec nos opérations militaires, nous ne créons pas davantage de terroristes que nous en tuons? Ou au moins, est-ce que nous pouvons nous assurer que nous en tuons davantage que nous en créons? Bon, c'est toute la problématique des effets pervers des opérations militaires de ce type. Revenons à la France. Je crois que la France a raison d'être dans cette coalition. D'abord parce que Daesh est à moyen terme une menace pour la France, une menace pour tous les pays occidentaux qui sont dans le collimateur de Daesh, même si la priorité de Daesh est son ancrage territorial. Deuxièmement, il y a un intérêt politique à être dans une coalition qui cherche à avoir une stratégie globale contre ce mouvement qui concerne aussi aujourd'hui de jeunes Français et de jeunes Françaises qui partent faire le djihad, en Syrie surtout, mais en Irak aussi. Donc, la France est concernée directement. Elle cherche à être présente dans la gestion d'ensemble de la lutte contre Daesh. Pour moi, cela veut dire que ça a du sens pour elle d'être dans cette coalition. Mais est-ce que la France a les moyens d'intervenir à la fois en Centrafrique, au Mali, en Libye demain? Monsieur Le Drian exprime le souhait que la France intervienne
dans le sud libyen. Et aujourd'hui, contre Daesh, est-ce que, vu les moyens de l'armée française, alors du point de vue purement réaliste, la France pas politique. Mais la France a les moyens d'intervenir partout. La question, c'est avec quelle ampleur de moyens militaires. Mais là, en l'occurrence, sur l'OTAN, on s'est engagé à, je crois, 1,8% de notre budget, de notre PIB, à investir dans l'OTAN, et là, on a 1,3%. Oui, la France, c'est pas on ne respecte pas nos engagements, faute mais d'argent. ces engagements budgétaires que les membres de l'OTAN prennent les uns vis-à-vis des autres ne sont jamais respectés. C'est pour amuser la galerie, c'est de la politique pure. La question est plutôt, est-ce que si nous n'étions pas engagés ailleurs, on se serait engagé davantage en Irak? Là, je ne suis pas certain que ça aurait été le cas. Peut-être qu'on aurait doublé notre contribution aérienne. Bon, on aurait fait 3 ou 4% des frappes au lieu de 1 ou 2%. Est-ce que ça change tout? Non, ça ne change pas tout. La vraie question, c'est effectivement, est-ce que la diversité de nos opérations conduit à une limitation des moyens disponibles pour quelque chose d'urgent? Ne serait-ce qu'au Mali aujourd'hui, où il y a un retrait des troupes françaises, donc la situation n'est pas du tout assainie. Et au Nord Mali, on en est revenu à peu près à l'état d'avant Serval. Et donc, faute de moyens, on quitte trop vite les théâtres d'opération sur lesquels on s'est investi. Alors, on quitte donc l'opération revient à somme nulle. Souvent, les pays occidentaux ont tendance à vouloir partir rapidement, c'est vrai. Ça ne marche pas toujours. En Afghanistan, on a décidé de rester, on est resté pendant plus de 10 ans. Encore une fois, il faut être précis. Là, en Irak, ce sont uniquement des forces aériennes qui sont présentes. Bon, si c'est pour avoir 4 rafales, on aurait pu en avoir 8. C'est pas ça le problème. En revanche, certains types de forces très spécialisées, qui connaissent très bien le terrain du contre-terrorisme, sont en disponibilité limitée. On n'en a pas énormément. C'est plutôt ça le problème. C'est pas tellement le nombre de rafales. Le problème, c'est que la majorité des opérations lourdes dans lesquelles la France est engagée aujourd'hui, ce sont des opérations dans lesquelles le contre-terrorisme et la stabilisation politique sont tout à fait centraux. Or, les forces dont on a besoin sont des forces au sol, des forces terrestres. Les forces dont on a besoin pour ce type d'opération sont en volume limité. Et là, effectivement, on est un petit peu en limite de capacité, c'est vrai. En plus, il y a un formidable mensonge à la communication du ministère de la Défense, parce qu'il parle par exemple de 3000 ou 1500 soldats au Mali, mais c'est un instant T au Mali. Pour qu'il y ait 3000 soldats au Mali, il en faut 12 000 au moins de se mobiliser, si on compte le turnover des troupes, si on compte la logistique, si on compte ensemble. Donc même sur ce plan-là, on ne dit pas la vérité à l'opinion française. On a une manière de... Non, ce ne sont pas des mensonges. Je crois ce sont quand même des demi-mensonges. Non, pas pour moi. Je pense que là, on a un ministère de la Défense aujourd'hui qui a plutôt un discours... qui a globalement un discours de vérité, même s'il sait très bien communiquer. Vous êtes d'accord pour dire que quand on a 3000 hommes à l'instant T, il en faut 12 000 pour que ça tienne la route? Non, on a besoin de 12 000 hommes pour en maintenir 3000, seulement si on veut les maintenir dans la durée, dans la longue durée. Si on veut avoir 1000 hommes en permanence, dans la durée, pendant plus d'1 an, il en faut 3 ou 4 000. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Comme les infirmières dans les hôpitaux. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Merci. Merci à vous.